Bonjour maître. Alors nous sommes le 27 mai 2022. Je commence tout de suite à nouveau par une date parce que je vais être obligé de faire une chronologie. Et nous avons prévu de parler à nouveau du rap des Gilets jaunes, n'est-ce Alors pas? racontez-nous ce dont il s'agit, parce que Ah oui, oui. Alors c'est vrai que le temps passe. Et d'ailleurs, pour les plus jeunes, ça n'évoquera que de l'histoire ancienne. En fait, il y a un événement par an jusqu'à aujourd'hui. En 2018, je rappelle la date, hein, c'est le 17 novembre que commence le mouvement des Gilets jaunes. oui, On peut considérer d'ailleurs qu'à ce jour, il s'est pas terminé. Hein. oui, C'est non, sporadique, mais moi je pense qu'un mouvement, enfin, je dis tout de suite, l'espoir que j'ai eu à l'époque immédiatement, c'est quand les gens sortent dans la rue, sur les ronds-points, enfin bref, dans le monde réel, quand ils se rassemblent, passent du temps ensemble, parlent, ça ne peut que déboucher sur quelque chose. oui, c'est certain, surtout dans les villes, hein, surtout. Alors oui, et alors après, il y a eu plusieurs étapes dans ce mouvement, hein, c'est connu. Hein. J'en parlais d'ailleurs récemment avec une policière qui me disait qu'au début du mouvement, elle avait beaucoup de collègues, donc des policiers, hein, Oui, qui participaient au mouvement. Hein. oui, Pas oui, en uniforme, hein, mais le week-end, etc., ils allaient manifester. oui, Bon. Et je me souviens d'un tournant, d'ailleurs, Soral en avait parlé. C'est-à-dire que c'est la recette classique. Vous avez de pseudo-antifa ou des antifas authentiques, hein, oui, si tant est qu'il puisse y avoir une authenticité dans l'antifascisme, oui, qui, qui évidemment provoque les policiers, enfin ça provoque, c'est-à-dire se livre à de la violence, et puis sur les commerces, etc. D'où réplique de la police. Bon, je dis pas ça pour excuser les violences policières, hein, et qui resteront intolérables et c'est insupportable. Hein, le sang a coulé, il y a eu des morts, il y a eu enfin les éborgnés, les 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 gens qui perdaient leurs mains, leurs pieds, enfin c'est abominable, abominable. Les têtes fracassées, enfin. Et ce sont pas les policiers qui sont responsables. Hein. oui, Ça vient de pas très haut. Hein. Il faut monter que jusqu'au président de la République française, ça suffira. On oui, peut aussi monter plus haut, mais ça serait plus compliqué. Alors, 2018, mouvement des Gilets jaunes. Dans le cadre de ce mouvement, le site Égalité-Réconciliation, qui est l'un des premiers sites de réinformation politique de France, si ce n'est le premier. Alors, c'est amusant parce qu'on a eu des procès. On fait le procès au site d'Égalité-Réconciliation, en somme, d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un site d'opposition. Vous oui, voyez? Parce que devait faire un site comme Égalité-Réconciliation dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, si ce n'est relayer l'information remontant du terrain, ce qu'il fait depuis toujours, comme il le fait aujourd'hui pour la Russie, c'est-à-dire réinformer au sens de donner l'information exacte et fidèle, hein, n'est-ce pas, sur les événements. Ça, plus pour le moins de la sympathie, si ce n'est plus pour le mouvement des Gilets jaunes, vous voyez. Et entre autres, le site Égalité-Réconciliation a relayé, mais quasiment systématiquement, toutes les musiques, les chansons qui émanaient du mouvement des Gilets jaunes, oui, au milieu desquels on a eu un rap qui s'appelait, bon, c'était le rap des Gilets jaunes. Bref, et ce rap comportait un clip avec des paroles et un clip, et dans le clip, on avait peut-être, je sais pas, plus d'une cinquantaine de plans et oui, d'images
qui tournait autour des braseros, vous savez, sur les ronds-points pour se réchauffer. On brûle du bois et du papier dans des barils. Et au milieu des images, on avait symboliquement jeté au brasero des photos de personnalités politiques, médiatiques et des photos des médias, Oui. TF1, Arte, etc. Oui. Alors voilà ce qui s'est passé. Oui. Dans le style de la CGT, des réunions de grève de la CGT sur les ronds-points. Oui, ben c'est ça. En réalité, dès lors que vous avez des gens qui sont à l'extérieur, avec des moyens rudimentaires, lorsqu'il fait froid, vous avez un brasero. Oui. Mais alors, 2018-2019, le rap sort en janvier 2019. En septembre 2019, on a la condamnation sur citation du MRAP, de SOS Racisme, de la LICRA, de J'accuse, de l'Union des étudiants juifs de France, avec une audience incroyable à Bobigny. On a la condamnation d'Alain Soral pour ce rap, à 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et je ne compte pas les réparations pour les multiples parties civiles, plus les frais d'avocat. Oui. Ça signifiait 2 ans de prison ferme, attention, 2 ans de prison ferme, et grosso modo, peut-être un peu plus que de 100 000 € d'amende. Enfin, amende et dommages et intérêts compris. Parce que dans cette mesure, dans ce domaine, quand vous avez des dommages et intérêts pour des associations, en réalité, ce sont des amendes privées. Oui. Parce que la LICRA n'est victime de rien du tout. Mais alors, expliquez-nous, est-ce que ER était responsable de la conception de ce clip Alors non, mais qu'avait fait la LICRA? Vous savez que quand je dis la LICRA, c'est la LICRA, l'UEJF, SOS Racisme, etc. Qu'avait-il fait? D'abord, comme je l'ai déjà expliqué, ils ont Alain Soral en ligne de mire. Donc, ils ne laissent rien passer. Non seulement ils ne laissent rien passer, mais ils saisissent la moindre occasion et parfois ils poussent un peu leur chance, comme c'est le cas ici. Alors, sur la 50aine de plans, ils ont sélectionné 5 ou 6 plans où on voit, alors, il y a l'image de Jacques Attali, l'image de Bernard-Henri Lévy, l'image de Drahi, et ils ont pris également le mot marqué Rothschild et le mot marqué la chaîne I24, qui est une chaîne israélienne. Oui. Alors, ils ont sélectionné ces images-là. Alors, ils ont laissé de côté Arte, TF1, Pompidou, Giscard, tous les journalistes. En fait, ils se sont livrés à une discrimination en réalité. Oui. Du moins, c'est ce qu'on devine. On n'oserait pas le faire. Ils ont distingué dans le clip vidéo les personnages et les institutions juives et les autres. D'accord. Et de manière à présenter ce clip vidéo comme un clip résolument axé sur la haine, l'injure, la diffamation et la provocation à la haine contre la communauté juive. D'accord, oui. Bon. Alors donc à Bobigny, alors pourquoi ils ont pu poursuivre Alain Soral? Parce que comme le site d'égalité et réconciliation avait relayé le clip vidéo, la chanson, le clip, le rap, ils pouvaient poursuivre donc égalité et réconciliation. Et dans ce domaine, nous sommes en droit de la presse, c'est le directeur de la publication qui assume les poursuites. D'accord. Et puisque Alain Soral est président de l'association Égalité et Réconciliation, comme c'est le site de l'association, la jurisprudence de la Cour de cassation nous dit que c'est le président de l'association qui est de plein droit, même de facto, qui est le directeur de la publication. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre Alain Soral. D'accord. D'ailleurs, je lance un appel, s'il y a des volontaires pour être directeur de la publication, je pense que nous pourrons organiser une direction de la publication à tour de rôle. C'est-à-dire qu'à chaque poursuite,
la personne assume cette poursuite-là et puis on passe à quelqu'un d'autre. Et il faut des gens qui n'aient pas trop peur d'assumer des condamnations. Et j'avoue que 100 000 euros, c'est quand même une somme importante. Hein. Oui, c'est un bel investissement. Voilà. Mais c'est pour la bonne cause, c'est quand même pour la liberté d'expression. Oui. Et une bonne publicité, ça serait une bonne publicité pour un personnage politique ou quelqu'un qui voudrait faire un peu de politique, ça serait bien. Hein. Pour un artiste, pour n'importe, pour un écrivain, et c'est pour défendre le rap en plus. Oui. Enfin, en l'espèce, hein, c'est pas à chaque fois le cas. Bon. Bien. Alors, en appel, j'ai expliqué évidemment tout ça. C'est-à-dire cette mauvaise foi dans la poursuite, le caractère invraisemblable de ces condamnations. Et le fait est que la Cour d'appel de Paris avait relaxé. Elle a infirmé le jugement. Le 17 décembre 2020, ça s'est traduit par une relaxe. Ça arrive. Bon, parfois. Et néanmoins, alors le MRAP et d'autres associations ont formé un pourvoi en cassation. Alors, certains des pourvois n'étaient pas, enfin les mémoires étaient arrivés trop tard. Bref, il ne restait que le MRAP en lice. Bon. Et saisie donc de ce pourvoi, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Et elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, devant une chambre qui sera autrement composée, hein, c'est en juin, pour que... alors voilà, c'est là que ça devient intéressant, techniquement, parce que, bon, c'est un petit peu désespérant quand même, parce que parfois, devant la Cour de cassation, on aurait de très bons arguments juridiques, hein, on aurait, du point de vue du droit, de bons arguments qui ne passent pas, mais je suis désolé de dire que on a des cas où, quand la Cour de cassation veut casser, elle le fait. Hein. Oui. Elle trouve toujours quelque chose. C'est bon. Après tout, c'est quand même le jeu. Hein. Le droit est comme ça. Oui. Les gens, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, hein, mais le droit, c'est pas l'informatique. Hein, c'est pas 0-1. Oui. Le droit, c'est quand même le domaine, comme j'essaie de l'expliquer. On est dans le langage. Oui. C'est du langage. Oui. Donc, avec tout ce que ça implique d'interprétation, de flou, d'arbitraire, Oui. Bon. Alors, est-ce qu'on peut savoir sur quels arguments la Cour de cassation a cassé le... Oui, vous allez le savoir parce que je vais vous le dire. Ah bon, d'accord. Oui. Et alors, elle a reproché à la Cour d'appel deux choses. D'abord, de ne pas avoir donné certaines réponses aux questions que posait le MRAP, et d'autre part, de s'être abstenu de certaines recherches. Alors, en ce qui concerne les questions auxquelles il aurait fallu répondre, il y en a deux. Première question, le MRAP estimait que le pseudonyme du groupe de rap, c'était Rude Goy Beat. RUDEGOYBIT. Et que cela traduisait l'opposition faite entre juifs et non-juifs. Voilà. Et donc là, il faut répondre. Oui. Voilà. Et là, la Cour de cassation n'a pas répondu. Alors, moi, pour ma part, je préfère me garder de tout commentaire. Et je vous mets en garde, hein, monsieur Buffet, on est sur un terrain extrêmement dangereux. Oui. Donc, il y a des mines à droite, à gauche, et devant et derrière nous. Donc, ne bougeons pas. Oui, d'accord. Voilà. C'est le conseil que je donnerais. Et on n'a pas de démineurs sous la main. Eh bien, malheureusement, non. Ce sont des mines sophistiquées. Hein. Oui. C'est les dernières trouvailles on va pas dire de l'armée russe parce que, mais on attend le plan de la. Bon, bref, avançons. En tout cas, voilà l'argument. Hein. C'est le terme. On peut deviner parce que dans les développements, c'était dit à l'audience. Le mot goy est un mot agressif. Voilà, c'est agressif parce que ça distingue juif et goy. J'en dirai pas plus. Oui. Ensuite, on a deuxième question, c'est l'emploi du terme, parce que dans la chanson, dans le rap, il était dit il faut virer tous ces parasites. Oui. Et alors le mot parasite, pour qualifier donc parmi les différentes personnes visées,
il y avait des personnes que le MRAP considère comme juifs et que Bobigny également, et visiblement la Cour de cassation aussi. Bon, en l'occurrence, il s'agit de Jacques Attali, de Bernard-Henri Lévy et de Monsieur Drahi. Bon. Oui. Et donc, comme on emploie le terme parasite pour qualifier certains membres de la communauté juive, parce qu'on se concentre sur cela. Hein. Oui, sur leur judéité. Voilà. Et donc, est-ce que remarque du MRAP, ça renvoie au vocabulaire utilisé par les nazis pour désigner les juifs. Ah. Voilà. Bon, ça, il faut répondre. Oui. Il faut répondre. Alors, bon, j'ai commencé à réfléchir, hein, vous vous en doutez bien, enfin depuis un moment même par rapport à ce terme. Alors, je pense que le terme utilisé par les nazis qui étaient allemands devait être un terme allemand que je connais pas. Bon, et sans doute que bien des auditeurs, enfin, certains éditeurs, sans doute le connaissent, mais bon, peu importe. Voilà les réponses qu'il fallait apporter. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. Le plus fort, c'est que la Cour de cassation, finalement, elle-même, a soulevé des moyens de droit, hein, et elle demande à la Cour d'appel de faire des recherches. Et là, elle est partie de la conclusion de la Cour d'appel. Parce que l'argument massu du juge d'appel, c'est de dire que, je vous le lis, que le film incriminé a pour objet la dénonciation de l'influence du monde de la finance sur la politique menée par Monsieur Macron, président de la République, avec la complicité d'une partie de la presse audiovisuelle. Oui. Voilà l'objet du clip. Et deuxième précision, la communauté juive dans son ensemble, qui doit être visée, hein, pour qu'il y ait injure raciale, diffamation raciale, provocation à la haine raciale, il faut avoir visé la communauté juive. D'accord. Mais la communauté juive ne peut être assimilée au monde de la finance et des médias. Voilà ce que dit. C'est puissant. C'est puissant. Comme argument, c'est puissant, oui. Absolument, absolument. C'est extrêmement fort et ça touche finalement au point essentiel. C'est que effectivement, moi je ne peux pas nier que le fait d'assimiler le monde de la finance et des médias à la communauté juive, ce soit, alors, ça peut être du philosémitisme hein, aussi, hein, oui. Mais ça peut également être de l'antisémitisme. Oui. En fait, c'est très mauvais. Voilà. Oui. Faire l'amalgame entre la finance et les médias et la communauté juive dans son ensemble, c'est très mauvais. Oui. D'où que ça vienne. Oui, oui. Et c'est justement ce que, malheureusement, ce que font ceux qui, bien souvent, portent l'accusation d'antisémitisme contre des personnes qui critiquent la finance et les médias. Oui. On vous dit, vous critiquez la finance et les médias, donc vous êtes antisémite. Et le présupposé, il est là, il est que il y a assimilation entre communauté juive et finance. Oui. Bien. Alors, l'argument de ceux qui luttent contre l'antisémitisme, ça va être de dire, cette personne, nous la soupçonnons fortement, nous avons beaucoup de fortes présomptions pour dire qu'elle est antisémite. Oui. Et chez un antisémite, en général, oui. D'accord. Critiquer les médias et la finance, il faut traduire, il faut décoder. C'est toujours le problème du décodage. Ça signifie qu'il est antisémite. Vous voyez ? Bon, évidemment, il y a là un gros problème parce que je pense que même un antisémite doit avoir le droit de rester communiste, par exemple. Oui. Vous voyez ? Et de critiquer le monde de la finance. Bon, là, je vais un peu loin dans mes commentaires, je trouve. Alors, je vais mesurer mes... Je vais revenir au... A-t-on le droit de critiquer la finance ? Eh bien, pour résumer, tout dépend qui critique. Voilà. C'est ça. Quand c'est mettons, Alain Soral qui fait une critique de la finance, c'est délicat. Oui. Il peut le faire, hein, oui. mais c'est délicat. Oui. Voilà. Et là, on avait alors l'autre problème, c'est que si vous donnez, alors, si vous incarnez le monde de la finance dans des figures, par exemple dans la figure de Rothschild,
comme c'était le cas, Oui. là, c'est difficile parce qu'il semblerait que Rothschild soit juif. Oui. En tout cas, c'est ce que nous disent ceux qui luttent contre l'antisémitisme. Oui. Oui, mais Rothschild, c'est un nom, c'est pas une personne. La famille Rothschild. Oui. Et puis, il y aurait des familles juives, alors. voilà, c'est ça. C'est ça que je comprends pas. Il y a quelque chose qui me dépasse, là. Ouais. Ça n'existe pas. Enfin, Si, ça existe, mais c'est compliqué. Et d'autre part, il faut tenir compte du fait que la critique de Rothschild est considérée, ça c'est ce que soutiennent les avocats qui luttent contre l'antisémitisme et les associations, la critique de Rothschild est un cliché antisémite, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Parce que les antisémites ont une propension à critiquer la banque Rothschild. Parce que pour eux, c'est une sorte de package. Voilà. Oui. En attaquant Rothschild, on attaque directement. Le cliché antisémite étant que les Juifs aiment l'argent. Voilà, il faut quand même décrypter tous ces sous-entendus, voyez, pour arriver à comprendre. Parce que moi, je rencontre dans le cadre de ma profession, donc dans l'exercice de mes fonctions d'avocat, beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Voilà. Et j'avoue que c'est pas de la plus claire évidence. C'est pas de la plus claire évidence. Mais on a eu quantité de cas comme ça avec des noms, quoi. Bon, bref. Donc, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur Buffet, on est au cœur du problème avec cette question de l'assimilation entre le monde de la finance et des médias, d'un côté, et la communauté juive dans son ensemble, de l'autre. Voilà. Et quand on s'attaque à Rothschild, qui vise-t-on? Est-ce qu'on vise la communauté juive dans son ensemble ou est-ce qu'on vise le monde de la finance et des médias? Oui. Parce qu'il y a un autre sous-entendu qui a du mal à être admis, c'est que le monde des médias est aux mains du monde de la finance. Mais ça me semble vraiment incontestable. Oui. Tout simplement parce que des journalistes, il faut pouvoir les payer. Oui. Oui, puis statistiquement, ça se démontre, quoi. Voilà, donc ça, j'apporterai des éléments à la prochaine audience pour établir rapidement que la presse est aux mains de gens qui ont de l'argent, tout simplement. Enfin, il n'y a pas de presse libre, ça n'existe pas. Oui. Libre du capital, comme on dit. Oui. Le grand capital, c'est-à-dire. Et effectivement, bon, après, on peut broder, pourquoi les gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, cherchent à acquérir des médias, parce que sans doute que les médias donnent le pouvoir. Oui. Et que le pouvoir donne l'argent. Voilà, bon, c'est ça, oui. Tout simplement. Oui. Et puis ensuite, ça permet, je ne sais quoi. Bref. Alors, donc, il fallait rechercher la mission que donne la Cour de cassation à la prochaine chambre correctionnelle, c'est de rechercher, par exemple, la Cour de cassation nous dit, il faut regarder si les nombreuses références aux clichés antisémites figurant dans le texte et les images, telle la mise en cause de la banque Rothschild à l'exclusion de tout autre établissement. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de mise en cause d'autres établissements bancaires. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Et la mention de la seule chaîne israélienne I24, alors là, c'est faux. Oui. C'est faux parce qu'il n'y avait pas la seule chaîne israélienne I24. Oui. On avait TF1, Arte, CNews, il y avait le journal Le Monde, il y avait d'autres organes de presse. Bon. Oui. Mais il faut rechercher si ça ne visait pas la communauté juive dans son ensemble, ça. Vous voyez ? C'est ce qu'elle répond à la cour d'appel. Oui. Regardez de plus près, en somme. Oui. Regardez de plus près. Mais alors, une chaîne israélienne est forcément considérée comme la communauté juive. Eh bien, c'est comme ça que l'on décode le message. Oui. Voilà. Parce qu'un message envoyé par un antisémite est supposé codé. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça.
Et donc, on décode. Voilà. Et parce que la cour d'appel avait dit que si la banque Rothschild était mise en cause, et d'ailleurs c'est exact parce que dans les images, elle était toujours juxtaposée avec, quasiment toujours, je vérifierai, avec Macron. Et la cour d'appel avait noté, la banque Rothschild est mise en cause à plusieurs reprises du fait qu'elle a été l'employeur de Monsieur Macron. Oui. Voilà, donc c'est le lien avec Macron qui donnait la banque Rothschild. D'ailleurs, toutes ces images, ces incarnations étaient exposées dans le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Oui. C'était contre la banque, le mouvement des Gilets jaunes, hein, et contre la banque, et contre Macron, et contre Rothschild. Bon. Oui. Et la Cour d'appel avait aussi noté que la chaîne israélienne I24 était fondée par Monsieur Drahi, qui soutenait la politique gouvernementale. Comment ça peut se justifier? Ça, c'était expliqué. C'est peut-être ce qui avait été noté. En tout cas, la Cour d'appel, pour relaxer Alain Soral, avait noté ça. Bon. Ensuite, c'est plus compliqué parce que la Cour d'appel avait noté que les portraits. Alors, elle avait noté les portraits jetés au bûcher. Moi, j'avais bien insisté sur le fait que c'était pas un bûcher, c'était un brasero. Oui. Et parce que l'argument des attaquants, c'était de dire que ce bûcher était le symbole des fours crématoires. Oui, ça va un peu loin. Hein. Ça, c'est profond, oui. Ça, c'est-à-dire que c'est surtout une chance pour que le prévenu soit condamné. Oui. Parce que si on se concentre, parce que il faut comprendre l'attaque, on se concentre sur l'image de Jacques Attali, de Bernard-Henri Lévy, de Rothschild, jeté dans un four crématoire. Bon, ben là, on comprend que oui, c'est irrespectueux d'abord. Oui. Ça porte atteinte à la mémoire. Et puis c'est de la provocation à la haine. Enfin bon, bref, on peut discuter. Il y a une base. Bon, mais moi c'est cette base que je critiquais, hein, en estimant qu'elle n'était pas établie parce qu'il est trop facile au milieu d'une cinquantaine d'images d'en piocher une ou deux et puis d'interpréter un brasero comme un four crématoire. Bon. Oui. Parce que... Après on peut discuter, hein, mais bon. Oui, mais enfin. Alors. Les braseros, à cette époque-là, c'était surtout pour faire cuire des saucisses ou des merguez. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Alors, les portraits, nous disait la Cour d'appel, les portraits jetés au bûcher ne visent pas seulement messieurs Attali, Lévy et Drahi, mais également des personnalités non juives, telles monsieur Pompidou et Giscard d'Estaing. Conclusion, de sorte qu'ils s'expliquent par l'opposition que les premiers ont manifesté face au mouvement des Gilets jaunes. Voilà. On les jette au brasero, non pas parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils se sont opposés au mouvement des Gilets jaunes. Bon. Réponse de la Cour de cassation, il faut rechercher si les photographies de personnalités juives jetées dans un brasier évocateur des fours crématoires, ça c'est une jurisprudence de la Cour de cassation, hein. Oui. Je pense pas que j'espère que ça fera pas jurisprudence, hein. C'est dans les motifs. Oui. Mais elle énonce ce propos, hein, un brasier évocateur des fours crématoires, utilisé par les nazis pour exterminer les juifs. Bon, là, je rappelle quand même que c'est pas le four crématoire qui a été directement utilisé pour exterminer les juifs, mais les chambres à gaz. Oui. Il y a souvent confusion entre la chambre à gaz, le four crématoire et le camp de concentration. Oui. Voilà. Donc, il y a trois choses. Hein. Bon, donc c'est plutôt la chambre à gaz. Mais bon, on peut à la limite se dire que on conçoit la formule. Hein, puis elle émane quand même de la plus haute instance française en matière judiciaire. Hein. C'est quand même le sommet du pouvoir judiciaire en France. Hein. Bon. C'est quasiment le Saint-Esprit, la Cour de cassation. En tout cas, c'est l'instance qui est la plus proche du Saint-Esprit. D'accord.
Et alors donc, la Cour de cassation nous dit, il fallait rechercher si cela ne visait pas la communauté juive dans son ensemble. Bon. Donc, nous rechercherons. Oui. Bon. Et puis par ailleurs, puisqu'on nous disait que des personnalités non juives étaient également concernées, il fallait rechercher si les personnalités non juives, également concernées par cette autodafé, n'étaient pas présentées comme manipulées par ladite communauté. D'accord. Il faut rechercher ça également. Oui, oui. Voilà. Donc c'est quand même une jurisprudence, on peut dire. C'est une jurisprudence qui nous indique les éléments, qui nous indiquent comment faire attention à ce que l'on écrit et à ce que l'on dit. Oui. Voilà. Donc, quand on s'étonne, on se dit, mais enfin, je ne suis pas antisémite, par exemple. Ça, oui. Le propos qui n'a aucun poids, oui. Aucun, zéro. Oui. Ça sert strictement à rien de clamer qu'on n'est pas antisémite. À la limite, bon, peut-être en pleurant, ça peut passer. Mais il faut les larmes. Bon, oui. Mais sans les larmes, vous savez qu'il y a toute une mystique autour des larmes. Hein. Ah bon? Oui, c'est surtout dans le christianisme oriental. Oui. C'est un signe d'une grande dévotion. Le fait d'avoir, c'est un don. Oui. C'est un don du Saint-Esprit. Le fait d'avoir les larmes. Ah bon? Oui. La prière, puisqu'on parle souvent de prière, vous et moi, Monsieur Buffet. Oui. La vraie prière est une prière accomplie avec les larmes. Oh. Ouais. Ouais. C'est le signe de la vraie contrition. D'accord. Ouais. Oui. Alors donc, nous en étions à l'enseignement que l'on peut tirer de cet arrêt. Moi, je pense qu'on peut en tirer beaucoup d'enseignements. La Cour de cassation nous indique à quel niveau elle entend placer la barre, voilà, de la censure. Et donc, par exemple, un élément évocateur, évocateur de la Shoah, un élément évocateur de la Shoah, et il y en est beaucoup des éléments évocateurs de la Shoah, mais notamment les plus centraux que sont le four crématoire, la chambre à gaz, le camp, est susceptible de viser la communauté juive dans son ensemble. D'accord. Voilà. Donc, il faut faire attention. Oui. Quand on croit pouvoir saupoudrer une assemblée de personnalités juives et non juives, eh bien, attention. Parce que il faut voir si on n'est pas en train de présenter les personnalités non juives comme étant des personnalités se faisant, par cet amalgame, par cet ensemble, des personnalités manipulées par la communauté juive. Vous voyez? Et visiblement, il faudra essayer d'en savoir plus, mais la Cour de cassation n'a pas été sensible à l'idée qu'il n'y avait pas, encore que, je vais peut-être un peu loin, mais le cœur du problème, c'est cette question de l'assimilation ou non entre communauté juive et monde de la finance et des médias. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc, ce dont il faut pas se méfier de ce qu'on dit, mais de la façon dont on peut interpréter, on pourrait éventuellement interpréter ce que l'on dit. Ah oui. D'accord. Oui. Il faut y voir à deux fois. Oui. Dans les propos. D'ailleurs, je réécouterai notre entretien et je pense que je vais devoir couper au moins un passage ou deux parce que c'est comme ça, voilà. Et ce sont des délits. Ce sont pas de simples opinions. Ce sont des délits d'opinion, mais ce sont des délits quand même. D'accord. Voilà les quelques leçons que l'on peut tirer de. Mais un jour, il faudra que je rassemble les éléments de cette jurisprudence pour rédiger quelque chose, oui. Une sorte de petit manuel qui soit le plus simple à lire et le plus efficace pour comprendre la logique. Parce que c'est
c'est loin d'être évident. Hein. Oui. Et est-ce que c'est comme ça dans le monde entier ou est-ce que c'est spécial à la France? Bah, écoutez, j'ai déjà du mal à me tenir au courant et à analyser. Oui, parce que c'est compliqué. Parce que en France, vous avez plusieurs régions en France. Et donc, la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel de Poitiers, la Cour d'appel de Bordeaux ne vont pas forcément réagir de la même façon. Et puis, vous avez la distinction entre les juges de première instance et les juges d'appel. Et selon les formations, vous n'avez pas les mêmes magistrats. Et ensuite, vous avez la Cour de cassation. La Cour de cassation, qui, même composée des mêmes personnes, ne rend pas forcément toujours les mêmes avis. Donc, on parle de jurisprudence, mais ce sont toujours des jurisprudences qui sont datées. Oui. Qui sont datées et qui, d'ailleurs, sont nominatives en réalité. C'est l'avis. Là, la Chambre était présidée par Monsieur Soulard. J'ai pas regardé la composition, mais on a aussi le rôle du conseiller rapporteur, le rôle de l'avocat au conseil qui a plaidé, etc. Et puis l'actualité. Oui. Ces décisions s'insèrent dans le mouvement de l'actualité, donc tout ça rend les choses difficiles. Combien de fois, parce que ça rend les choses carrément même imparables. Le problème, c'est que vous tenez des propos, par exemple en novembre 2019, et puis en janvier 2020, voilà que se produit un événement, un attentat, un massacre, une tuerie, quelque chose, peu importe. Mais cet événement modifie la conscience, modifie l'opinion publique complètement. Oui. Les médias changent de registre et comme les médias et l'opinion n'ont aucune mémoire, le fait, enfin ils se souviennent du fait et du propos que vous avez tenu en novembre, mais le propos de novembre va être analysé à la lumière de la conscience de janvier ou février. D'accord. Voilà. Ça se produit très souvent. Voilà. Et ça c'est imparable. Parce Oui. que vous ne pouvez pas deviner selon quelle grille d'analyse Oui. vos propos vont être décryptés. D'accord. Vous voyez? Et ça, c'est un élément important dont il faut tenir compte. Pour expliquer la surprise que l'on peut avoir. Parce qu'ensuite, pour vous ou pour votre avocat, il va être extrêmement compliqué d'expliquer aux magistrats quelle était la conscience commune en novembre 2019 et de montrer que la conscience commune a changé. Ça va être une tâche assez difficile. Et on peut en dire autant d'ailleurs pour cette affaire-là, parce que on est en plein milieu du mouvement des Gilets jaunes. Il y a des violences, il y a de l'outrance, il y a quantité d'articles qui sortent dans la presse partout, il y a quantité de clips vidéo qui sont diffusés. Et puis, je vous répète, on a 3-4 images qui sont extraites du contexte et qui arrivent aujourd'hui en 2022 où on nous explique qu'il s'agit d'injures raciales, de diffamation raciale et de provocation à la haine raciale. Oui. Et ça peut encore continuer. Je veux dire que si quelque chose se produit entre-temps, ça peut modifier encore le cours de l'affaire. Certainement. Vous avez aussi d'autres schémas. Par exemple, pour la grande affaire de Charlie Hebdo. Oui. Je crois que c'est 2015, n'est-ce pas? C'est janvier 2015, oui, Charlie Hebdo. Voilà. Eh bien, ce qui est fascinant, c'est qu'en novembre ou décembre 2014, c'est une date importante parce que c'est le moment où la France, donc les médias français, le pouvoir français, ont changé leur regard, leur discours, leur politique sur les événements en Syrie. Oui. C'est-à-dire que jusqu'en 2014, la propagande était que Bachar el-Assad massacrait son peuple et qu'il n'en avait plus que pour une semaine. Oui. Et donc, on a favorisé le départ de quantité de jeunes désœuvrés qui sont partis mourir en Syrie. Oui. Et en 2014, il y a un changement de cap.
C'est-à-dire que il y a toujours un appui donné par les Français à ce qu'on appelait les rebelles modérés, Oui, qui n'étaient, je ne sais pas ce qu'ils avaient de modérés, hein, oui, oui, ni de rebelles d'ailleurs. oui, Mais en tout cas, y a quand même un changement. Et donc, il y a une, une lutte contre le terrorisme qui devient une politique nationale. Rappelez-vous de Valls. oui, On oui, passe de Fabius à Valls, oui, en somme. Bon. Et Manuel Valls avait fait passer à l'Assemblée nationale une loi très importante qui était plaidée par Najat Vallaud-Belkacem, qui consistait à faire passer l'apologie de terrorisme du délit de presse, avec toutes les garanties que ça comporte, dans le code pénal. d'accord. L'apologie de terrorisme, c'était un délit déjà qui était très peu appliqué, qui était de l'époque des lois scélérates de 1890, qui visait à lutter contre l'anarchie Oui. et les attentats anarchistes. Je crois qu'il y avait quasiment pas d'application. Ah bon? Parce que apologie, c'est défendre. Oui, Donc, c'est très délicat. Vous pouvez très vite tomber sous le coup de défense de terrorisme. d'accord. Bon. Et c'est passé dans le code pénal. Et Najat Vallaud-Belkacem avait dit, ce n'est pas pour lutter contre la liberté d'expression, mais nous avons besoin d'une arme juridique supplémentaire pour lutter contre les mouvements terroristes sur notre sol et les mouvements de terrorisme international. En fait, les vidéos de propagande saoudienne, qatari, etc. Enfin, c'était un petit peu l'idée, quoi. Il y a des organisations terroristes internationales, elles font de la propagande, elles poussent au terrorisme. Nous, on a besoin de pouvoir les arrêter pour un simple propos. Donc, l'apologie de terrorisme, mettez-nous ça dans le code pénal. On vous garantit que nous ne condamnerons pas les expressions, y compris leurs abus. Oui. Bien. Eh bien, ça c'est décembre, c'est voté en décembre ou en novembre 2014. Janvier 2015, vous avez les attentats les attentats de Charlie Hebdo. Oui. Vous vous souvenez du choc que ça représentait? Oui, oui, oui. Eh bien, dans les 6 mois qui ont suivi, a eu lieu ce fameux, ce que Todd a appelé ce flash totalitaire, qui est plus qu'un flash, hein, c'est un long délire qui a même alarmé jusqu'à la ministre de la Justice de l'époque, hein, qui était Madame Taubira, Oui. d'une répression aveugle qui consistait à arrêter, à mettre en garde à vue et pour certains à condamner des adolescents de 16 ans qui avaient pu simplement relayer sur Facebook le panneau je suis Kouachi. Oui. Oui. Vous voyez l'exemple. On nous avait promis qu'on sanctionnerait pas les abus de la liberté d'expression, mais sous le choc de l'émotion représentée par les attentats de Charlie Hebdo et surtout participe de ces attentats tout le battage médiatique qui a suivi. Parce que moi j'ai toujours insisté sur un fait, c'est que le terrorisme, c'est pas seulement le fait de l'acte, etc., mais le 90% du terrorisme, il est dans l'écho médiatique Oui, bien sûr. que rencontre, parce que c'est ça que vise le terroriste. Hein. Évidemment, Si vous n'en parlez pas, c'est l'effet recherché. Hein, c'est l'effet recherché. Donc, plus vous lui donnez d'écho, plus l'attentat est réussi. Oui. Voilà. Vous participez du terrorisme. Donc c'est ce qui s'est passé. Et le résultat, moi j'en ai été témoin dans plusieurs dossiers. Et puis c'est quelque chose de connu. Je vous dis, c'est vraiment une page d'histoire du droit français. Hein. Oui. Ça a été une répression aveugle. Aveugle. On a sanctionné même des fous. Des gens qui étaient dans la rue, qui criaient simplement « je suis Kouachi », des gens ivres. Voilà comment on peut avoir... J'en parle parce que on est toujours dans le même registre des décalages. Il y a des petites ruptures qui sont peut-être des changements d'époque, hein, mais qui sont parfois de simples petites secousses sismiques dans l'histoire, mais qui font que les consciences changent. Bon, j'avoue que mon propos là ces idées me viennent aussi beaucoup par ce que nous dit Lucien Cerise. Oui. Vous savez, sur la manipulation des masses, etc. Oui, oui, oui. Voilà. Donc c'est ces recherches aussi qui m'ont donné qui m'ont mis ces idées en tête. Mais
D'ailleurs, sur le changement d'époque aussi, par rapport aux Gilets jaunes, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le caractère historique d'un mouvement, hein, c'est l'histoire qui nous dit que le fait était un fait historique. Hein. Oui, bien sûr, oui. Donc nous verrons, il est fort possible, nous verrons aussi les suites que ça aura. Il est fort possible que le mouvement des Gilets jaunes ait été un mouvement important en France. Oui. C'est possible. Nous le saurons à l'avenir. Oui. En fonction des conséquences que ça aura et de l'analyse qu'en feront les sociologues et les historiens. Oui. Voilà. Alors peut-être on nous dira que ça nous emmène un peu loin tout ça, mais c'est l'intérêt du droit. Hein. Oui. Un simple cas qui souvent est multiforme, protéiforme, ouvre une fenêtre sur d'autres cas et puis sur le monde, sur la société, sur l'histoire. Oui. Voilà, oui. C'est systématiquement, hein, c'est comme ça qu'une affaire doit être envisagée. Hein. Oui. C'est Vergès qui disait que toute affaire est un roman. Mais c'est vrai. Mais la moindre affaire, il n'y a pas de petite affaire. Oui. Mais il arrive que des gens viennent me voir en demandant, en s'excusant de m'embêter avec leur affaire qu'ils jugent, eux, insignifiantes au regard d'affaires comme celle du rap des Gilets jaunes. Bon. Non, c'est pas vrai, parce qu'à chaque fois, il y a un drame humain. Et il y a un roman. Il y a une vie, et en général, un procès ou un litige, quand on en est à venir voir un avocat, c'est signe que, justement, dans l'histoire d'une vie, c'est une époque, hein, c'est un drame. Oui. C'est un drame. Oui, être obligé, moi ça m'est arrivé, hein, d'être obligé d'avoir recours à un avocat, ben c'était pas pour une petite affaire, hein. Oui. C'était au contraire, c'était une grosse affaire. Oui. C'était compliqué, ça avait un impact sur mon existence. L'impact aurait pu être beaucoup plus fort d'ailleurs. Oui. Vous savez que j'ai été condamné en première instance, hein, pour contestation de crimes contre l'humanité. Et ce que l'on dit moins, c'est que grâce à mes avocats, que je remercie à nouveau au passage, hein, j'avais 3 avocats. Bon, j'ai été relaxé en appel. Hein, voilà. C'est important de le dire quand même. Pour ma réputation. Donc il y a une justice de classe alors. C'est-à-dire qu'un avocat peut avoir 3 avocats. Un avocat ne peut pas être attaqué, c'est pas possible. Ah si, il ne peut pas être condamné. Il peut. Non. Ah, condamné, si, puisque je l'ai été. Ah, vous avez des avocats condamnés. Hein. Oui. Mais d'ailleurs, bon, tous les avocats un peu exposés, je crois que Vergès a été condamné, il a déjà été suspendu, il me semble. Hein. Ah bon, oui, je crois bien, oui. Bon, oui. C'est le cas de beaucoup d'avocats. Oui. Non, un avocat peut être condamné, bien sûr. L'avantage que j'avais, c'est que entre confrères, il est de tradition de se défendre les uns les autres gracieusement. Oui. Mais c'est pas un petit avantage. Je l'avoue, parce que comme chacun sait, la première sanction du délinquant, même innocent, hein, simplement prévenu, soupçonné, la première sanction, ce sont les frais d'avocat. Oui. C'est par là que ça commence. Hein. C'est là. Voilà. C'est ce qui se dit, en tout cas. Oui, mais c'est la réalité. Oui. Essayons de savoir ce que vont devenir ces histoires de gilets jaunes, ce que ça va donner. Absolument. Vous pensez que c'est un mouvement qui comptera dans la... Ben, je vous répète que je crois que pour le dire de manière très ouverte, enfin, dès que des humains se rassemblent, se connaissent, enfin, je peux pas imaginer que les gens qui ont fait connaissance à l'occasion des manifestations, à l'occasion sur les ronds-points, dans les villes, etc., je peux pas imaginer que ces gens ne soient pas restés en contact et que cette communauté d'expériences partagées ne soude pas une communauté, enfin. Oui. C'est ça qui fait communauté, pour le dire de manière un peu gauchiste. Oui. Ce qui fait communauté, c'est l'expérience commune. Oui. C'est d'avoir eu
c'est même l'opinion partagée. Et ça c'est pas gauchiste, ça remonte à Cicéron. Oui. C'est d'avoir en commun des idées. Et en plus, ce sont des idées politiques. Ce sont des idées sur qui nous sommes et ce que nous voulons devenir comme peuple, comme population. Oui. Bien. Ben, ça, d'avoir cette communauté-là, je pense que ça vaut toutes les constitutions. Oui. Et tous les ateliers constituants, largement. Hein. Oui. Il n'y a pas besoin d'un atelier constituant. Oui. Le peuple, il se rassemble et il existe. Peut-être est-ce, comme on a eu la Révolution française qui a été la naissance d'une unité politique nouvelle, hein, c'était une révolution qui a renversé l'ancienne unité politique quand même. Hein. Bon. Oui. Eh bien, peut-être que le mouvement des Gilets jaunes trahit une unité politique nouvelle, peut-être, mais peut-être pas. Hein. C'est peut-être simplement une révolte qui a été écrasée et puis c'est terminé. Hein. Oui. On en a des exemples. Toute l'histoire n'est faite que de révoltes écrasées finalement. Oui. Oui, mais c'était une révolte multiforme et étendue à tout le pays tout de même. C'est ça qui était frappant. Quoi. Et il y a une autre chose qui était frappante, c'est son impact international. Parce que finalement, maintenant, autrefois, avant le mouvement des Gilets jaunes, quand on allait à l'étranger, on nous parlait toujours de la Révolution française. Oui. Ouais, la France, c'est le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution française. Et maintenant, on a tendance à nous dire, alors, les Gilets jaunes, parce que oui. on attend un peu la France. Oui. D'accord. Voilà, bah écoutez, nous verrons, qui vivra verra, mais... Oui. Merci, maître. C'est moi qui vous remercie, monsieur Buffet. À très bientôt. À très bientôt.